Allô, moi c'est Isabelle. Et moi, c'est Emmanuel. On est toutes les deux formées en linguistique. Et parce qu'on connaît si peu l'histoire du français au Québec, On vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Manu, Isa, aujourd'hui on réaccueille notre fantastique chroniqueuse linguiste, Caroline Doyon, passionnée du sujet de l'insécurité linguistique. Donc, Caro, après nous avoir parlé de l'insécurité linguistique en fonction de la région d'où on vient ou de notre milieu social, d'ailleurs, allez rattraper ça si vous avez manqué les autres capsules. Oui. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de l'origine de l'insécurité linguistique au Québec. Et oui, et il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je vais essayer de m'en tenir à l'essentiel. OK. On se rappelle que l'insécurité linguistique, c'est un sentiment que notre façon de parler est pas adéquate. Ouais. On vit beaucoup d'insécurité linguistique au Québec et au Canada francophone, notamment parce qu'on se compare à la norme parisienne. Oui. Mais selon vous, les filles, a-t-on toujours ressenti de l'insécurité linguistique au Québec? Hey, je pense que non. Je pense que ça s'est construit au fil du temps, depuis l'arrivée des colons. Est-ce que je me trompe? En effet, il faut savoir que selon plusieurs sources, la langue des premiers colons était assez proche du français de l'Île-de-France de l'époque. Mais puis OK. c'est logique en fait, hein, parce que ils venaient eux-mêmes de la France. Donc, évidemment, ils se comparaient pas négativement à la France. Ouais. Donc, l'insécurité linguistique était peu présente au début de la colonie. OK. Mais avec le temps, les deux variétés de français se sont mises à évoluer différemment. Et c'est très bien expliqué dans l'essai La langue rapaillée d'Anne-Marie Baudouin-Bégin, où elle compare le français de France, qui avait des visées esthétiques, littéraires et aristocratiques, OK. au français des colons, qui servait à répondre à des besoins différents. On le sait, il y avait des conditions difficiles en Nouvelle-France, donc on a vite mis de côté les fioritures et la dentelle pour se concentrer sur la survie. Ah, c'est vrai, c'est intéressant ce point de vue-là. Il était donc question ici d'un français usuel, pratique, efficace, qui permettait de nommer de nouvelles réalités. Tout à fait, OK. Puis en plus de ça, il y a eu deux événements historiques de grande importance qui ont marqué le 18e siècle. D'abord, comme vous le savez les filles, les Français ont perdu la guerre de la conquête. Eh oui. Hein? Et à la suite de cette défaite, les liens avec la France ont été coupés. Alors, une grande partie des personnes qui étaient en relation avec la France, je pense aux cadres administratifs, aux officiers, aux dignitaires, aux commerçants, ben ces gens-là sont repartis en France. Et ça a fait que le commerce entre les deux nations, les échanges linguistiques, bref, les contacts entre les deux peuples ont grandement diminué. Et cet éloignement entre les deux pays, ça a fait que le français a évolué différemment en Amérique et en Europe. Ah, OK. Donc, il y a vraiment une séparation entre les deux variétés de français. Exact. OK. Et il y a un autre facteur historique marquant parce que de l'autre côté de l'Atlantique, en 1789, c'est la Révolution française. Oui. Et ça va être accompagné d'une révolution phonétique. Oui. Ça, c'est un point vraiment intéressant, Caro. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ben oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le français parlé en France à l'époque était vraiment différent du français de France qu'on connaît maintenant. Par exemple, la langue de la royauté, c'était de dire roué au lieu de roi. OK. Toué, les oiseaux, la couvade. OK. Et là, à la Révolution française, les rois, disons qu'on les aimait moins, mais on avait moins envie de parler comme eux. Oui, hein, c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'on leur a coupé la tête. Fait que- Donc, les Français ont décidé d'abandonner la langue de la royauté. Par exemple, ils ont arrêté de dire le roué et ils se sont mis à dire à la place le roi. OK. Ouais. Mais ce changement s'est pas réalisé à l'époque en Amérique. Et cette distinction de plus en plus marquée entre les deux variétés de français a amené de nombreuses critiques de la part de l'élite française qui s'est mise à qualifier le français d'Amérique de désuet. Puis, Caro, est-ce que les Anglais ont aussi joué un rôle par rapport à l'insécurité linguistique des colons français de l'époque? Eh oui, Ouais. avec l'acte d'union de 1840, l'anglais est devenu la seule langue officielle au pays. L'anglais était donc la principale langue des affaires, du commerce, de la politique, du droit. Alors, c'est sûr que le manque de reconnaissance du français et la perte des droits des francophones, ça a contribué à la perte de la légitimité du français en Amérique. Tout à fait. C'est ça.
Et autre chose à souligner également, au milieu du 19e siècle, les contacts de plus en plus étroits entre les travailleurs francophones et anglophones en milieu urbain ont amené une anglicisation du français québécois et l'émergence d'un sociolecte bien connu de la classe ouvrière montréalaise, le joual. Ben oui, le fameux joual qui a fait l'objet de tellement de critiques, puis même de mépris. Ouais. Mais d'ailleurs, on voit encore cette influence de l'anglais dans plusieurs mots reliés à la construction, hein, comme puis aux voitures aussi, comme du plywood, une drill, un boss. Du windshield washer. Exact. Ouais. Puis c'est sûr que cette influence-là de l'anglais satanne beaucoup les élites canadiennes-françaises de l'époque. Je parle du clergé, des instructeurs, des journalistes, par exemple. Cette élite, elle a beaucoup insisté sur l'importance d'adopter la norme de France et de s'éloigner de l'influence de l'anglais. OK. Elle a critiqué la prononciation canadienne-française, sa syntaxe, son vocabulaire. Et une des figures marquantes de l'époque a été l'abbé Thomas Maguire, qui, lui, en 1841, a publié un manuel scolaire dans lequel il recommandait que les canadianismes soient condamnés et que l'accent traditionnel canadien-français soit abandonné dans l'espace public. Oh là là. OK. Et c'est sûr que tout ça, même si c'était fait avec l'intention de protéger le français en Amérique du Nord, ben ça a contribué à la dévalorisation du français parlé ici. Ouais, c'est clair. J'imagine. Donc vraiment, l'élite canadienne-française a aussi eu son rôle à jouer dans le développement de l'insécurité linguistique au Québec et au Canada. Absolument. Puis on peut décrire le contexte linguistique de l'époque par le phénomène de diglossie. Okay. On parle de diglossie quand il y a deux langues ou deux variétés qui cohabitent, mais qui n'ont pas le même statut social. OK. La variété de prestige, soit la variété semblable au français parisien, devait donc être parlée en public, alors que la version moins valorisée socialement, soit la variété québécoise, était plutôt réservée au contexte familier, donc avec la famille, les amis. Ben oui. Puis ça, on peut l'entendre dans les vieux vox pop de Radio-Canada où les gens essaient de bien parler en camouflant leur accent. Exact. Puis, même si ça semble banal de vouloir bien perler, les phénomènes de diglossie sont associés à une plus grande insécurité linguistique parce que ça met de l'avant qu'il y a un seul modèle de français acceptable en public. Les médias des 19e siècle et du 20e siècle se sont aussi remplis de chroniques critiquant le français d'ici et la piètre qualité du français dans le milieu de l'éducation. C'est vrai. OK. Donc, c'est pas nouveau, là, les chroniqueurs et chroniqueuses qui s'improvisent linguistes en parlant de la langue. Et non. Mais là, Caro, on a l'impression que la situation a quand même évolué maintenant. Oui, heureusement. Okay. Au milieu du 20e siècle, on s'est mis à reconnaître davantage la légitimité du français d'ici. Mais deux visions s'opposaient. Est-ce qu'on doit adopter la norme du français de France? Ou bien, est-ce qu'on doit reconnaître l'existence d'une norme québécoise? Okay. Et finalement, dans la deuxième moitié du 20e siècle, c'est cette dernière façon de voir les choses qui s'est davantage imposée. Ouais. À partir des années 60, au Québec, on s'est doté de lois, d'organismes, d'outils pour légitimer notre variété de français. On peut penser à la loi 22, à la loi 101, à l'Office québécois de la langue française et aux outils linguistiques comme le Grand Dictionnaire terminologique, Usito, le Trésor de la langue française au Québec, Antidote, pour ne nommer que ceux-là. Donc, la norme du français québécois est de mieux en mieux définie et davantage prise au sérieux, et le français du Québec est plus seulement associé au français familier ou pire, à un français rempli de fautes. Ça élimine pas l'insécurité linguistique au Québec, mais ça aide à la diminuer. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci, Caro, d'être venue nous parler d'insécurité linguistique. Là, c'était très intéressant. Oui, merci. Ça nous tient vraiment à cœur, ce sujet-là, parce que l'insécurité linguistique qui est vécue par la population puis par notre entourage, ben ça a vraiment été un moteur dans notre volonté de partir ce projet de balado. Oui. Donc, on est vraiment contente que tu nous donnes l'occasion d'aborder le sujet en profondeur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.